Je m'appelle Barthélemy Harib, je suis développeur web et mobile chez Kumbu, une boîte à souvenirs qui développe une boîte à souvenirs numérique, pardon. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup un peu mon retour d'expérience sur React Native et Redux. Il se trouve qu'il y a un an, on s'est lancé sur l'application mobile et qu'on a commencé sur Android. Alors, pourquoi React Native? Il faut savoir qu'au début, nous dans notre startup, on est 5 personnes, on est 2 développeurs et personne n'avait d'expérience en mobile. Du coup, commencer par du code natif, ça nous plaisait pas parce qu'on avait perdu énormément de temps là-dessus à prendre en main, que ce soit Android ou iOS. Du coup, on a décidé de partir sur des technologies hybrides. Et en fait, moi, j'avais une expérience avec PhoneGap. Mais PhoneGap, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est du JavaScript qui tourne dans une WebView, qui tourne dans le navigateur interne intégré au smartphone, et c'est pas du tout performant. L'expérience utilisateur, c'est catastrophique, on dirait pas du tout une application native. Du coup, on a écarté cette idée très rapidement. Et on est parti sur React Native. React Native, c'est une technologie hybride qui est sortie en 2015 par Facebook, qui est open source. Et en fait, à ce moment-là, déjà, il y avait vachement le vent en poupe. Et du coup, on s'est dit, bah, allez, go, on teste ça, on regarde ce que ça donne. Et puis, on fait un point rapidement. Alors, il faut savoir que pour ceux qui commencent React Native, on va très rapidement tomber sur cette page d'erreur. C'est parce que c'est le lot de tout développeur en React Native d'avoir cette magnifique page qui fait un peu mal aux yeux. Mais voilà. Alors, comment ça fonctionne React Native? React Native, comme je disais, c'est une technologie hybride. Donc, il y a du JavaScript, du natif et le bridge. Le JavaScript, c'est un JavaScript qui tourne sur le standard ECMAScript 6, ECMAScript 7, qui tourne avec le moteur Babel et qui permet en fait de coder en programmation objet. Donc, ça va réconcilier un peu tous les développeurs objets qui avaient un peu peur de JavaScript. On va avoir des notions de classe, des notions d'héritage, etc. C'est beaucoup plus lisible pour beaucoup d'entre nous. Ensuite, nous avons le natif. Donc, si jamais, à un moment donné, vous trouvez que ce n'est pas assez performant du côté JavaScript, vous pouvez toujours faire une fonctionnalité en natif. Il n'y a aucun souci, React Native gère très bien ça. Le JavaScript discute énormément avec le natif. Lorsqu'on va compiler, il va créer les composants natifs qu'on va avoir besoin pour discuter avec le JavaScript. Et c'est le bridge qui va gérer tout ça. Et en fait, le bridge, c'est là où on va avoir le goulot d'étranglement. C'est là où on va avoir des petits problèmes de performance. Il faut le savoir. Mais encore, aujourd'hui, il y a la dernière conférence de React Native, il y a un ingénieur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui travaille chez Wix, qui a développé un module pour faire des animations à 60 images par seconde. Alors, il faut savoir que c'est comme le natif. Donc si on arrive à faire ça, on n'a aucun problème de performance. Alors maintenant, c'est bien de pouvoir utiliser du code pour du code natif, donc pour du iOS ou de Android. Mais comment faire si je veux utiliser un composant qui existe uniquement sur Android? Donc prenons par exemple le composant Toast qui fonctionne que sur Android. Et ben en fait, React Native gère très bien ça. Il va, lors de la compilation de l'application Android, il va prendre tous les fichiers qui se terminent par .android.js et tous les fichiers qui se terminent par .js pour compiler l'application Android. De même pour iOS, il va prendre tous les fichiers .ios.js et .js pour compiler les fichiers pour compiler l'application iOS. Un autre gros avantage de React Native, c'est l'environnement de développement. Alors il faut savoir que c'est du JavaScript qui tourne, et en mode développement, il va tourner sur votre ordinateur, et plus précisément sur votre navigateur Chrome. Du coup, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre d'utiliser la console de Chrome pour avoir les logs de votre JavaScript. C'est très pratique pour débugger. Pardon. Un autre atout de React Native, c'est en fait, on n'a pas comme le natif
l'obligation de compiler l'application à chaque fois qu'on fait un changement dans le JavaScript. Donc le live reloading et le hot reloading va permettre de recharger automatiquement l'application sans devoir compiler de nouveau l'application. La simple différence entre les deux, c'est que le live reloading va recharger toute l'application sans garder l'état de l'application, alors que le hot reloading va garder l'état de l'application. Une autre force de React Native, c'est sa communauté. Il se trouve que dans React Native, la framework React Native, il y a une liste de composants qui est déjà disponible. Mais il n'y a pas tout. Il n'existe pas tout. Du coup, la communauté a développé plein de composants à côté de ça pour venir se greffer à React Native et qui fonctionnent très bien. Nous, aujourd'hui, chez Kumbu, on utilise le player vidéo, on utilise Share Extension qui a été développé par la communauté. Un moyen très simple de trouver ces modules, c'est js.coach, qui est en fait un site web qui répertorie tous les modules de React Native, de React, de Webpack, et j'en passe. Je voulais aussi vous parler plus précisément d'un module qui s'appelle Code Push. Je ne sais pas si certains connaissent. Code Push, ça a été développé par Microsoft il y a quelques années et ça fonctionne avec PhoneGap et React Native. Et qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de pousser des releases automatiquement sur les mobiles où l'application a été installée sans passer par l'App Store ni le Play Store. D'accord ? Donc, ce qui permet de pousser beaucoup plus rapidement des releases. Donc, si on a un fixe de bug, on découvre tout de suite qu'on a un gros bug alors qu'on l'a mis en production. Et ben, on peut tout simplement faire une release et la pousser directement sur les mobiles où ça a été installé. De même, à contrario, si on a poussé une release trop vite via Code Push et qu'on découvre que, par exemple, la nouvelle fonctionnalité a un gros bug, on peut revenir en arrière à la version précédente. Donc c'est très pratique. Et voilà, donc je voulais en parler parce que c'est un gros atout, je trouve, de React Native. Alors, je vous ai fait un petit tour rapide de React Native. Maintenant, je vais vous parler un peu de Redux. Qu'est-ce que c'est Redux ? En fait, c'est une librairie qui permet de gérer l'état de l'application et qui permet de sortir un peu de l'état de l'application de React Native qui est dans les composants. Alors nous, pourquoi on a choisi d'utiliser Redux ? En fait, il se trouve qu'à un moment donné, ça devenait trop compliqué. On essayait d'utiliser un état qui était dans un composant qui était appelé par un autre composant, qui était appelé par un autre composant. Et là, ça devenait très difficile à suivre, ça devenait très difficile à lire, ça devenait très difficile à débugger. Et du coup, Redux nous a permis de sortir toute cette logique de React Native et de pouvoir lire beaucoup plus facilement et de bugger plus facilement React Native et Redux. Comment ça fonctionne Redux ? En fait, il y a 3 parties. Il y a le store, il y a les actions et il y a les réduceurs. Prenons un exemple, le login. Tout le monde fait un login sur une application mobile. Et ben aujourd'hui, si on utilise Redux, on va avoir l'état initial où user email sera vide, sera un string vide. L'utilisateur va faire une action, va taper son email, d'accord ? À chaque fois qu'il va taper une lettre, ça va faire une action. Ça va l'envoyer, notifier au réduceur que le champ email a été modifié. Le réduceur va créer un nouvel état qui va stocker dans le store, d'accord ? Et ça va mettre automatiquement à jour l'UI. Comment ça se passe au niveau du composant ? On a l'application. Au niveau du composant, en fait, on va connecter le composant à Redux via la fonction connect de Redux. Ça va en fait permettre d'utiliser à la fois les attributs qui sont dans l'état des réduceurs et les actions de Redux. Donc, si on reprend notre exemple de login, on va pouvoir avoir email change, password change et login submit. Le map state to prop, c'est une autre fonction qui est très intéressante. Ça permet de transformer
des attributs qui sont dans l'état du store en propriété du composant pour les utiliser directement. Donc, si on prend par exemple notre cher exemple, on aura password et on aura email dedans, d'accord? Et en fait, juste en faisant ça, on pourra l'utiliser derrière et ça va mettre à jour automatiquement lui. C'est très simple, très rapide, et voilà. Alors, c'était un petit tour très très rapide de Redux. Il faut savoir que c'est assez compliqué à prendre en main à première vue. Mais une fois qu'on l'a pris en main, nous, on est très contents de Redux parce que ça nous permet de, comme je le disais avant, de rajouter de la lisibilité au code, de pouvoir débugger beaucoup plus facilement et surtout de sortir un peu la... En fait, si on prend le modèle MVC, le React Native, c'est un peu la vue, et du coup, Redux, ça fait un peu le reste, un peu. J'ai pas envie de rentrer dans les détails et de rentrer dans les débats. Et du coup, nous, ça nous a permis vraiment, ça nous a vraiment beaucoup aidé pour la suite. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a 5-6 mois, est sorti Mobix, qui est un nouveau framework qui permet de gérer l'état de l'application, qui est tout aussi, qui marche différemment de Redux et qui fonctionne aussi très bien. Donc, je vous le dis juste pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, mais voilà. Alors, React Native, nous, on est très content de ses perfs. Et on est très content aussi de la possibilité de pouvoir utiliser du code entre iOS et Android. Le JavaScript qu'on utilise aujourd'hui sur notre code, on utilise un peu plus de 80% du code créé entre iOS et Android. Il faut savoir que Instagram, qui a fait quelques vues en React Native, réutilise entre 80 et 99% de leur code pour iOS et Android. Attention aux développeurs web, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. React Native ne fait pas tout. En fait, vous pouvez développer votre application, vous pouvez faire plein de choses avec, mais ça ne fera pas l'application de test, ça ne fera pas la production. Ça va être propre à Android et à iOS. Et il faudra bien faire attention à ça parce que ça prend du temps aussi et des choses qu'on a tendance à négliger. Attention à ceux qui veulent développer une application iOS. Dans 90% des cas, il faut un Xcode pour pouvoir développer votre application iOS. Sinon, vous ne pourrez jamais la mettre en production. Ne pas réinventer la roue. Il existe plein de modules qui aujourd'hui dans la communauté. Il vaut mieux essayer d'améliorer ces modules s'ils ne vous conviennent pas que de les refaire vous-même juste parce qu'il y a un petit détail qui ne vous convient pas. D'accord ? Après, sur les modules simples, je vous conseille de les refaire vous-même parce que comme ça vous permet de garder le contrôle sur le code. Mais ensuite, sur les modules compliqués, réutilisez ces modules et améliorez-les si vous voulez. Faites des PR, notez des bugs qu'il y a, etc. Mais ça ne sert à rien de les refaire. Le module code push aussi est un gros atout de React Native parce que ça permet tout simplement, comme je vous l'ai dit auparavant, de pousser beaucoup plus rapidement du code en production sur les devices directement. Alors, je vous ai parlé que des avantages de React Native. L'un des désavantages, c'est que c'est une techno encore jeune. Ça a tout juste 2 ans. Jusqu'il y a 6 mois, il y avait une release toutes les 2 semaines de React Native. Donc je vous laisse imaginer un peu les dégâts que ça faisait sur notre code. Bien sûr, ce n'était pas que des petits changements. Aujourd'hui, c'est une release tous les mois. D'accord ? Le React Native est beaucoup plus stable qu'il y a 1 an, quand on a décidé de partir sur React Native, mais ça change encore très vite. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous devez changer de version de React Native, allez lire les release notes. C'est très facile d'y avoir accès, c'est sur le site de React Native. Allez lire les release notes. Et ensuite, il y a 2 newsletters que je vous conseille de suivre si vous voulez vous mettre à React Native. C'est React Status et React Native Newsletter.
Ça suit tout le monde qui tourne autour de React, de Redux, de React Native et de Mobix. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez tester notre application, c'est sur getkubu.com. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez le faire juste après la conf. Vous pouvez poser des questions maintenant, ou mon email et mon tuteur est là. Et voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.